Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, nous parlons des 40 ans du Cégep. Et pour l'occasion, je reçois M. François Dornier, directeur du Cégep, et M. Stéphane Garneau. Première question, pourquoi le gouvernement a décidé de mettre sur pied les Cégeps à la fin des années 60? En fait, dans les années 60, le gouvernement du Québec a mis sur pied une commission, ce qu'on appelle la commission parents, qui a fait un survol sur l'ensemble de la structure. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de ministère de l'Éducation. Et la structure est beaucoup prise en charge par les congrégations religieuses. Puis on a décidé, avec le baby-boom puis la population qu'on demande, de faire un... je ne dirais pas un ménage, là, mais de revisiter la structure organisationnelle de l'éducation. Puis on a décidé d'insérer une des recommandations, entre autres, c'était la création d'un niveau additionnel entre le secondaire et l'universitaire. Et puis c'est la particularité, mais je pense qu'il y avait une raison autre aussi. Là. Une des raisons, à l'époque, c'était un peu pour enlever le côté élitiste des collèges classiques, parce que les enfants de bonne famille, enfants riches, étaient envoyés au collège classique, puis on voyait souvent de haut les gens qui allaient à l'école de métier, c'était des gens qui avaient, on disait, de la difficulté à réussir à l'école. Alors, en les mettant ensemble dans le même bâtiment, puis dans le fond, en se côtoyant en classe, on voulait enlever un petit peu le côté élitiste des études postsecondaires. Dans le cas de Thetford, peut-on dire que les démarches ont été faciles? Non, ça n'a pas été facile. Par contre, il y avait une très grande mobilisation autour du projet. Sauf que, bon, malgré cela, il y avait beaucoup d'efforts, autant du côté de la Beauce que du côté de la région de l'Amiante, pour avoir un cégep. Il y a différentes options qui ont été envisagées. Les gens ont envisagé pendant un certain temps avoir un cégep avec 2 campus pour couvrir les 2 régions. Puis finalement, les tractations se sont pas conclues. Et puis les gens de la région de Thetford ont réussi ils pensaient obtenir le cégep. Puis, à un moment donné, même dans le journal, dans Le Devoir, on avait annoncé que ça y est, ça va être annoncé. Il y a les 6 cégeps hors des grands centres vont être annoncés. Puis, un des 6, c'était le cégep de Thetford. Les gens étaient contents jusqu'à temps que les annonces se fassent officiellement par le gouvernement. Puis, il y en avait 5 et pas de cégep de Thetford. Et on ne savait pas officiellement pourquoi. Alors, il y a eu beaucoup de pression pour ajuster le tir. Alors, pendant un an, on nous a autorisés à être ce qu'on appelle un cégep associé avec le cégep de Sherbrooke. Puis au bout d'un an, même les problèmes ont continué parce qu'ils ont annoncé encore des cégeps, puis on n'était toujours pas dans la liste des cégeps. Alors, il y a eu d'autres pressions, et puis finalement, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec le cégep de Thetford, mais ça a pris vraiment énormément de mobilisation du milieu pour convaincre les autorités d'avoir un cégep à Thetford. Oui, puis ce qui aide au cégep, c'est qu'on avait une spécialité qu'on avait juste à peu près les techniques minières. À l'époque, c'était à Sherbrooke. C'était à l'école normale d'Asbestos qui offrait Asbestos, c'est ça. Qui était associé, qui appartenait par après à Sherbrooke, au cégep de Sherbrooke. Puis quand on est devenu un cégep à Thetford Mines, ils ont rapatrié les professeurs et les appareils au cégep ici. Un des éléments aussi qui a dû être déterminant pour faire tomber la balance du côté de Thetford, c'est qu'on avait toutes nos cartes en main, à savoir l'établissement scolaire qui était le collège. Et ici, on avait la mobilisation du milieu. Tous les feux de signalisation étaient ouverts. Alors qu'à Saint-Georges, à l'époque, au niveau des installations, c'était pas concluant parce que c'était le séminaire ou le séminaire à Saint-Georges. Alors, le séminaire à Saint-Georges n'était pas partie prenante ou en tout cas n'était pas totalement convaincu de collaborer au projet, ce qui indiquait un feu jaune sur l'ensemble du tableau de bord de Saint-Georges. Et puis finalement, à force de pression puis de faire la démonstration qu'on avait tout ce qu'il fallait, ils se sont rendus à l'évidence là, que ça prenait un cégep à Thetford. Puis il faudra attendre d'ailleurs pratiquement les années 90 pour que Saint-Georges ait son cégep. Ah oui. Je peux dire à Dany, à l'origine, c'était supposé s'appeler des instituts quand le gouvernement a décidé de créer un nouveau niveau postsecondaire qui se basait sur le système français. Puis par après, c'est quelques années plus tard qu'ils ont décidé de changer pour un terme plus nord-américain, college, qui venu des États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le terme de collège. Ah, OK. Et puis, François parlait de toutes les démarches qui ont été effectuées ici en région. Dès fin décembre 1964, il y avait un comité pour l'Institut qui était créé par le supérieur du Collège classique. À l'époque, c'était Léopold Drouin. M. Drouin, il savait pertinemment que le Collège classique allait disparaître. Et il travaillait un peu contre son institution, si je peux dire, en acceptant, contrairement à Saint-Georges, où justement les autorités religieuses ont tergiversé à savoir on embarque-tu dans le projet des cégeps ou non. Ici, on peut dire qu'à Thetford, ce qui a aidé, c'est que le supérieur du Collège classique, même s'il savait si ça allait être la mort de son institution privée, a accepté d'embarquer dans l'aventure.
avec les gens de l'école normale et l'école de métier pour amener le cégep, parce qu'on savait ici que c'était une question de vie ou de mort, parce que si les professeurs partaient en dehors de la région, bien, les étudiants aussi auraient dû aller se scolariser en dehors, et donc des coûts supplémentaires pour les parents. Même après avoir tenu la confirmation du gouvernement, j'imagine qu'il restait beaucoup de travail à faire. Oui, ça, tu peux peut-être élaborer là-dessus. Un coup, on a eu le cégep, donc on a eu nos lettres patentes le 21 mai 69. Il y avait 3 choses qu'il fallait régler. Premièrement, il fallait désigner nos cadres. Alors, on a passé des annonces dans la plupart des journaux de la province, mais on a engagé des gens qui étaient déjà sur place. C'est-à-dire, par exemple, le premier directeur général, c'était M. l'abbé Gérard Lemay, qui était supérieur au Collège classique. On va engager Étienne Tétrault comme directeur des études, qui occupait les mêmes fonctions au Collège classique. Je peux prendre un autre exemple. M. Couture, qui est devenu directeur du service de l'équipement. Il travaillait à l'école de métier. Ah, OK. Alors, on est allé beaucoup puiser dans les ressources qu'on avait ici en région. Et puis, après ça, l'autre chose, c'était les professeurs. C'était qui qu'on allait embaucher pour être professeur au nouveau cégep. Alors, on a créé un comité qui s'appelait un comité ad hoc. Il y avait un membre du bureau de la direction, puis il y avait un membre par institution qui fusionnait pour devenir le cégep, c'est-à-dire un membre de l'école normale, un de l'école de métier, un du collège classique et un de l'école d'asbestos qu'on parlait pour les techniques minières. Et puis, eux ont mis une liste de critères, comme par exemple l'expérience. Est-ce que la personne enseignait au niveau plus secondaire ou collégial avant la fusion? Était-tu temps complet ou était temps partiel? Alors, on a fait une liste de critères, puis on a fini par embaucher les gens à l'époque. Et puis, l'autre chose qui restait à régler aussi, c'était un petit peu l'espace dans le cégep. Parce que là, c'était la première année, on avait 550 étudiants. Le collège classique n'était pas prévu pour avoir autant d'étudiants. Alors, pour la première année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrandi par l'intérieur. On a refait les classes pour la première année. OK. Si on parlait maintenant du pavillon Alphonse Desjardins, il avait été construit juste de façon temporaire. Puis, pouvez-vous nous éclairer un peu sur sa provenance? Oui, bien, évidemment, il y avait beaucoup de clientèle, beaucoup plus d'inscriptions que ce que les installations permettaient au moment où ça a été fait. Il y avait différentes options, mais ça prenait quand même une option qui permettait rapidement d'avoir de l'espace. Alors, ce qui a été retenu comme projet, en fait, c'est qu'il y avait un entrepôt commercial dans la région de Granby ou d'Asbestos, je pense. C'est Granby. C'est Granby? Oui. Granby. Alors, il y avait un entrepôt dans la région de Granby qui, finalement, le projet ne s'était pas fait. Et puis, ils avaient proposé aux mines, ici, s'ils voulaient avoir l'équipement, la structure pour l'installer sur leur terrain. La mine n'en avait pas besoin, mais ils se sont dit, il y a peut-être la cégep qui pourrait en avoir usage. Alors, ils se sont tournés vers le cégep pour demander, bien, vous, est-ce que vous en auriez usage? Fait que temporairement, il y a de cela presque 40 ans, alors on a dit, ben oui. Alors, c'était un entrepôt qui était un hangar à patates à l'origine. Alors, on a monté le hangar à patates. Évidemment, un hangar à patates, on comprendra que la structure n'est pas faite pour être très, très chaud, très isolé. Alors, ça l'était quand même un peu. Puis là, pendant de nombreuses années, les gens à l'intérieur, dans les salles de classe, ont eu un peu froid. Oui. Un peu, beaucoup froid. Oui. Parfois, il y a même eu certains murs sur lesquels le vent soufflait, où il y avait de la glace qui s'accumulait durant l'hiver. Et puis, finalement, on sait qu'on a finalement aménagé beaucoup de choses à l'intérieur. Oui. Il y a eu des modifications en cours de route. Puis aujourd'hui, le concept de temporaire a été abandonné il y a de cela bien longtemps. Ça fait partie intégrante de la structure physique du collège. Il y avait plusieurs labyrinthes. Je me souviens quand je suis allé au cégep, on rentrait d'une classe, on faisait des corridors à travers les murs, mais presque à un moment donné, on débouchait dans une classe. C'était assez complexe. Il y avait les Pléiades, il y avait toutes sortes d'aménagements à l'intérieur. Là, c'est beaucoup plus simple avec un gymnase au centre puis des classes tout le tour. Alors, on ne peut pas se perdre. Là, maintenant, on ne peut plus se perdre. Il faut dire que l'extérieur du bâtiment, à l'origine, n'était pas très, très beau. Même les gens envoyés par le ministère de l'Éducation pour déterminer si le pavillon devait rester permanent ou il était temporaire, ils disaient que ça ressemblait plus à un hangar d'avion qu'à un pavillon de cégep. C'est pour dire la beauté que ça pouvait avoir. Puis, ce qu'on sait peut-être les gens savent moins, c'est qu'on a bâti ce qu'on a appelé en 72 le pavillon 72. C'était une série de roulottes collées une après l'autre qui étaient situées derrière le pavillon 70, dans lequel étaient situées les techniques administratives. Et puis, à sa construction, il n'y avait aucun couloir qui le reliait aux autres pavillons. De sorte que les étudiants qui voulaient aller aux toilettes pendant l'hiver devaient sortir dehors pour rentrer par une porte sur le côté dans le pavillon 70. Alors là, tu sors, tu vas aux toilettes, tu ressors, tu pognes froid, tu as toujours envie, tu retournes, tu passes ton temps aux toilettes, finalement. Tu fais pas des trucs du tout. Ça, le pavillon 72, ils l'ont vendu 1 $ à la commission scolaire quand ils ont eu l'agrandissement à la fin des années 70. Ah oui.
Quand on regarde l'histoire du cégep, rien ne semble avoir été facile. Le dossier de l'agrandissement du collège est encore un bon exemple. Oui. Ce que le monde ne sait pas, c'est que dès l'automne 70, le collège commence à faire des demandes pour agrandir. Parce qu'on voit que le donnant d'année, ça augmente. Quand je prends l'exemple de la première et de la deuxième année, on est 550 la première année, on tombe à 850 de la deuxième année. Donc, une demande de 300 étudiants. Et puis là, un petit peu par petit peu, on montait à 1000, 1100, 1200. Alors là, on se marchait ses pieds littéralement. Il faut aller dans l'agrandissement. Puis à chaque année, là, on disait dans le journal, oui, le gouvernement va investir, on va commencer les travaux à l'automne prochain. Puis il n'y a jamais rien qui se faisait, de sorte qu'on se ramasse à l'automne 74. Le projet de 15 millions que voulait le collège pour s'agrandir, le gouvernement dit nous, on vient d'être coupés au niveau du gouvernement, il faudrait que vous le réduisiez. Fait qu'ils ont coupé leur projet à 8,9 millions. Et puis, ils ont représenté leur nouveau projet. Puis là, rendu à l'automne 75, au printemps 75, le gouvernement dit ben non, finalement, c'est pas encore correct, il faudrait recommencer le processus du début. Alors là, les gens ils ont dit non, ça n'a pas de bon sens. Là, on ne commence pas encore 2-3 ans à faire un projet. Fait que, au mois de mars 75, c'était des manifestations. Les gens sont sortis dans les rues avec pancarte à la main pour dire ça nous prend un agrandissement. On est tanné d'être une sous-région, je peux dire. Oui. Même à l'époque, le directeur général intérimaire, M. Tétrault, il disait qu'on était un cégep du tiers-monde. Tellement qu'ici, c'était terrible de voir les installations qu'on avait. Alors, on est venu à bout de faire changer le gouvernement et au mois d'avril 1975, on s'est fait accorder une subvention de 9 millions de dollars pour la construction de l'agrandissement. Et puis, on parlait en tout du pavillon qui était encore existant aujourd'hui. Ce qui arrivait, c'est qu'à l'époque, le collège voulait avoir un agrandissement pour pouvoir accueillir 1500 étudiants, tandis que le gouvernement, dans ses prévisions, il dit nous, on vous donne juste un financement pour agrandir pour 1100 étudiants. Mais il faut savoir que le cégep, aujourd'hui, a peut-être en bas de 1100 étudiants, mais à l'époque, longtemps, le collège a eu au-dessus de 1100 étudiants. On peut dire en 84-85, on a atteint notre maximum avec 1600 étudiants. Donc, le pavillon, c'est pour ça qu'il n'a jamais été démoli. Il est toujours resté à côté du collège parce qu'on avait toujours un nombre supérieur à ce que le ministère avait prévu. À la fin des années 70, le cégep se donne pour mandat de se rapprocher de la population. Pouvez-vous nous rappeler les efforts que le collège a déployés pour atteindre son objectif? Oui, à l'époque, le collège a voulu justement que les gens s'approprient les installations, le cégep comme tel, et puis il y a des facilités qui pouvaient être mises à la disposition des gens. Alors, on a commencé à avoir la bibliothèque qui était ouverte au public, des installations sportives, des cours qui étaient donnés en marge de la formation du DEC comme tel pour la population, des cours de toute nature. Et puis les gens venaient en plus grand nombre au cégep pour différentes activités socio-culturelles et puis de loisirs comme tel. Parce qu'il ne faut pas oublier que le musée, aujourd'hui, qui est localisé à côté, sur un terrain qui appartenait au collège, a été pendant 18 années dans le pavillon. Et puis, on peut citer aux gens un exemple que le collège a accueilli les Jeux du Québec en 80 et en 2003. Le collège a été l'hôte de certaines compétitions sportives. Et même en 2003, la centrale administrative était située au collège. Puis en 80, on a fermé 2 semaines, parce que le 80, c'était les Jeux d'hiver. On a donc fermé pendant 2 semaines de temps le cégep pour accueillir les Jeux. On a même donné les chambres des étudiants aux organisateurs qui s'en venaient. Fait que les étudiants ont dû partir avec leur bagage pendant 2 semaines de temps pour libérer les chambres. Ah ouais. Pour le temps des Jeux du Québec, c'était quelque chose. Ça, c'est de l'ouverture au milieu, ça. Oh, oui. Puis on peut citer aussi les différents colloques que le cégep accueille encore aujourd'hui, comme par exemple le colloque sur la Fédération de généalogie. Oui, en 2006, le congrès, c'était au cégep, oui, aussi, oui. Alors, on continue. C'est quelque chose qui se poursuit maintenant. Alors, il y a de nombreuses activités qui se font au cégep parce que ces installations-là appartiennent à la communauté. Là. Ça n'appartient pas au personnel du cégep ou aux élèves du cégep. Ça appartient à l'ensemble de la communauté. Juste la question de l'entrée principale maintenant, qui est depuis 1 an ou 2, je pense. Là, c'est déjà... l'accès à la bibliothèque. L'accès à la bibliothèque c'est déjà un bon point. Qui fête, d'ailleurs, son 30e anniversaire cette année. Ça fait 30 ans en novembre passé que la bibliothèque municipale. C'est ça. Alors, on a d'ailleurs une des plus... des bibliothèques les mieux garnies, bibliothèque collégiale, là, au prorata évidemment du nombre d'élèves, mais on a plus de volume, plus de disponibilité, puis de variété de volume à la bibliothèque de Thetford, du cégep de Thetford, que dans d'autres gros cégeps de la région de Québec, par exemple. Ah oui. Alors, Lévis ou d'autres, on a plus d'ouvrages, plus de livres qu'eux. En 1984, le cégep est désigné par le ministère de l'Éducation comme centre spécialisé en technologie minérale. Plus tard, le volet plasturgique est ajouté au centre et en 2002, le cégep devient l'hôte d'un nouveau centre spécialisé en oléochimie industrielle. Pouvez-vous nous parler de...
Il faut comprendre que les cégeps, depuis un peu plus de 20 ans, peuvent avoir en satellite qui gravitent autour de leurs activités des centres de recherche. Des centres de recherche qui ont pour rôle de profiter de l'opportunité qu'on a dans un établissement scolaire comme le nôtre, d'avoir des expertises d'enseignants, de gens qui peuvent faire de la recherche, un endroit de savoir, et puis de mettre à la disposition cette capacité-là de recherche pour les entreprises et les organisations qui, eux, n'ont pas toujours cette facilité-là. Alors, ils ont souvent de bonnes idées, des projets intéressants, et ils se disent, bien, on aimerait ça explorer, voir la faisabilité de tel genre de produit. Alors, ils viennent voir les centres de recherche. Dans le cas qui nous intéresse, le plus ancien de nos 2 centres de recherche, c'est le CTMP, en technologie minérale et plastique. Et puis, ils travaillent sur différents projets de recherche pour combiner, justement, on appelle ça, les qualités de différents matériaux qui utilisent à la fois des minéraux et du plastique. On a également Oléotech, qui se trouve à faire de la chimie verte, si on peut dire, c'est-à-dire de l'oléochimie, comment transformer de la matière végétale en huile qui répond à des normes et des exigences très élevées au niveau environnemental. Alors, c'est notre centre le plus jeune, mais qui progresse à une vitesse grand V. Depuis son ouverture, c'est un gros succès. En 2010, ça sera marqué par le lancement de la 3e campagne de la Fondation du Cégep. Oui. Pouvez-vous nous faire un bref rappel des 2 campagnes précédentes? Oui. Alors, la première campagne, c'était en 88. D'ailleurs, c'est pratiquement aux 10 ans. Là. On est un petit peu plus en retard pour le 2010, là, de 2 ans. Et puis, la première campagne avait comme objectif... 200 000 C'était sous la présidence de M. Émilien Vachon, qui est architecte. Puis, il faut dire qu'on était cherché environ 208 000 donc un petit peu plus que l'objectif qu'on visait au départ. Et puis, on peut dire que pour 88, l'argent a principalement servi aux rénovations du pavillon. C'était le sujet à ce moment-là. On était dans une grosse rénovation telle qu'on peut voir le pavillon aujourd'hui. Ça date pas mal de l'époque de 88. Mais il y a aussi d'autres réalisations. Je peux prendre une qui existe encore aujourd'hui, le Gala du mérite scolaire et parascolaire, qui arrive une fois par année. C'est une aussi des choses qui est venue avec la campagne de souscription de 88. Puis la deuxième campagne de souscription a eu lieu, comme M. François Dornier disait tantôt, un petit peu plus tard, aux 10 ans. Donc, en 99, on lance une deuxième campagne de souscription avec M. Raymond Sept-Lapouille comme président d'honneur. Et puis, à ce moment-là, on va aller chercher 500 000 Puis encore aujourd'hui, la Fondation a toujours les résiduels de cette campagne-là. Et tous les ans, elle finance les activités. Et en fait, la Fondation soutient les initiatives et activités qui touchent les étudiants du collège, puis qui ne sont pas normalement défrayés par les fonds publics là, qui sont attribués au collège. Est-ce que la Fondation a été mise sur pied en même temps que la première souscription ou si elle date de... La Fondation date de 1983 au départ, mais a commencé véritablement un petit peu à bouger en 85. De 83 à 85, on dit que c'est pas passé grand-chose, mais c'est vraiment à partir de 85 qu'on s'est mis à élaborer des projets pour récolter des fonds. Depuis l'automne 2006, on entend souvent l'expression « cégep », autrement résonner dans les murs du collège. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce concept? Oui, en fait, Cégep autrement, c'est un résultat d'une réflexion qu'on a eue il y a 4 ans de cela, le personnel, parce qu'on se rendait compte que les gens avaient une perception un peu tristounette, un peu décourageante ou découragée de la situation, puisqu'on avait une baisse de clientèle. Et en fait, c'est un défi qu'on se lance à nous-mêmes puis qu'on lance à tout le monde, à savoir qu'on n'est justement pas comme un autre cégep. Un petit cégep dans une région, c'est pas un gros cégep dans un grand centre. Et ce que les gens peuvent s'attendre à y recevoir, à savoir c'est petit, donc c'est de moins bonne qualité, donc c'est un peu un cégep à rabais ou quelque chose de moins bien. Alors nous, ce qu'on dit, c'est non, c'est 100% différent. Vous allez avoir de la qualité, puis ça va aller complètement à l'encontre des préjugés qu'on peut avoir pour un petit cégep en se disant, bon, ça ne doit pas être grand-chose, ça ne doit pas être très dynamique, ça ne doit pas être très intéressant. Alors ce qu'on dit, c'est que c'est un cégep autrement des préjugés, autrement de ce qu'on pense, autrement des grands centres, autrement des grandes institutions, qui, eux, ont leur force, d'accord, mais nous aussi, on en a, et puis on est loin d'être un cégep à rabais ou un cégep qui se meurt. Avant de parler il va y avoir des festivités pour le 40e du cégep, j'aimerais savoir les projets, les défis du cégep
que vous entrevoyez d'ici quelques années? Il y en a plein. On a encore on a 3 enjeux qui nous préoccupent pour les prochaines années. En fait, le recrutement, c'est toujours un enjeu qui est extrêmement important. La réussite, on a des taux de réussite qui sont excellents, mais on veut les maintenir. Et réussite de nos projets aussi, on est assez créatif et innovateur dans plein de domaines. On veut s'assurer de réussir tout ce qu'on va entreprendre. Et le rayonnement, qui est un nouvel enjeu sur lequel, des fois, on ne s'attarde pas suffisamment, à savoir que si on a de la qualité, c'est ce qu'on a actuellement, et si on veut attirer des jeunes, il faut que les jeunes aient connaissance, aient conscience qu'on existe et qu'on offre quelque chose qui est vraiment différent de ce que les autres offrent. Et ce n'est pas tant tellement notre carte de programme qui est différente, puisque plusieurs de nos programmes sont donnés ailleurs au Québec, mais la façon dont on donne cette formation-là, la façon dont on encadre les jeunes, la façon dont on les aide à réussir leurs études, c'est ça qui est vraiment, vraiment différent. On a énormément de projets. On en a pour nos centres de recherche pour plusieurs millions. On va, à l'été 2010, c'est l'installation, ou c'était l'installation du terrain synthétique pour le football et l'ensemble de nos sports. Alors, agrandissement de différentes ailes et sections du cégep, amélioration de nos laboratoires, nouvelles installations. Alors, on n'arrête pas d'aller de l'avant avec toute une série d'initiatives. Alors, un jeune, on part du principe qu'un jeune, quand il vient au cégep de Thetford, il va avoir une qualité assez unique. Puis on a bien l'intention que ceux qui quittent le cégep disent « bien moi, j'ai vraiment vécu quelque chose d'unique puis de spécial, puis je le recommande à n'importe qui ». Vous avez beaucoup de projets, puis c'est très dynamique. Même s'il y a une baisse un peu depuis quelques années dans le nombre d'étudiants, je dirais, entre guillemets, québécois, parce que vous avez des étudiants aussi qui viennent de l'étranger. Oui, absolument. Ça, c'est une bonne initiative. On s'est ouvert à d'autres clientèles. Alors, on a des étudiants qui viennent de l'étranger. On en a qui viennent de l'île de la Réunion, dans le Pacifique. On en a qui viennent de France, on en a qui viennent d'autres provinces, quelques-uns. Alors, plus ça va aller, plus on va aller chercher des élèves à l'extérieur de notre bassin naturel. C'est intéressant pour ces jeunes-là. C'est intéressant pour nos jeunes locaux qui s'ouvrent sur une autre réalité. Et puis, ça nous permet aussi de ne pas avoir à compétitionner sur un terrain sur lequel on n'est pas de taille, avec des gros cégeps qui ont des moyens qui sont nécessairement plus puissants que les nôtres. Alors, au lieu de se battre contre de grosses institutions pour les quelques élèves qui restent sur le territoire québécois, bien, on met de l'énergie en dehors du territoire québécois. Ça nous rapporte, entre guillemets, beaucoup plus rapidement puis beaucoup plus facilement des élèves comme tel dans notre établissement. Si on parlait maintenant le cégep a eu 40 ans. Oui. Ça fait que vous avez des festivités d'organiser, là... Il y en a eu toute l'année 2009-2010. Le plus gros, pas le plus gros comme tel, ça a été les retrouvailles, en fait, mais un très marquant, ça a été au mois de mai. Alors, on a lancé un ouvrage ici qui se trouve être le 40e du cégep de Thetford. Alors, c'est une initiative ici de mon collègue qui n'avait rien à faire un après-midi et qui s'est dit pourquoi pas écrire l'histoire du cégep. C'est un ouvrage qui est très, très, très complet. Puis je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà travaillé en histoire et c'est un ouvrage remarquable, illustré, plein d'anecdotes et puis qui relate l'ensemble de l'histoire du cégep de Thetford. C'est un travail considérable. On en est très, très fiers. Et puis, vous pouvez être assuré que dans les prochaines années, ça va trôner sur le top 5 des choses qu'on va donner en souvenir aux visiteurs qui vont passer au cégep. Puis, tout le monde peut en obtenir des copies en contactant simplement le cégep ou à la coop du cégep. Là, c'est disponible. Est-ce que vous avez d'autres activités, quelque chose qui va avoir? Vous avez dit qu'il y a eu les retrouvailles? Bien, c'était le lancement du livre était la dernière activité du 40e. On a aussi mis en place une capsule temporelle, c'est-à-dire qu'on a placé à l'intérieur d'une boîte scellée toute une série d'objets qui sont représentatifs de 2010 à n'ouvrir que dans 10 ans. Alors, on l'a caché en quelque part sur le terrain du cégep, mais on s'est assuré d'avoir plusieurs personnes qui savent où c'est, mais on dit pas ça. L'affaire sur nos archives, la pierre angulaire qui avait été cachée dans une pierre du Collège classique à l'époque. Quand ils ont fait les travaux d'agrandissement du cégep, ils ont brisé la pierre angulaire sans le savoir et le document qui était dans la boîte scellée
et aux archives au cégep. Ah oui? C'était là depuis Lors de la construction du collège classique, en 58, si ma mémoire est bonne, qu'on a commencé à le construire. Ah, OK. Il y avait mis des... un document scellé dans une pierre. Ah oui? Donc, puisqu'on peut savoir quel document qu'il y avait mis? C'était un peu le nom des dignitaires de l'époque, civils et scolaires de l'époque. On comptait un petit peu dans quel contexte le collège classique avait été construit. Ah, c'est intéressant d'avoir pu accidentellement tomber là-dessus. Mais cette fois-ci, même accidentellement, on va le retrouver, c'est sûr, mais personne ne saura où est-ce qu'il est caché. En terminant, j'aimerais ça qu'on parle un peu. Vous avez un renouvellement aussi on parlait des étudiants, oui. Mais là, vous avez le renouvellement plus de professeurs, comme dans d'autres domaines. Là, à un moment donné, la pointe là, était atteinte. Là, à un moment donné, les gens partent à la retraite. Absolument. Alors là, on est justement dans la période où on change beaucoup d'enseignants qui partent à la retraite. On les remplace par des enseignants plus jeunes. Ça change la dynamique nécessairement parce que, bon, là où on avait de l'expérience, on a des idées nouvelles, mais ça demande plus d'énergie à mettre sur place. Alors, ça demande une coordination plus grande parce que beaucoup d'enseignants très, très dynamiques, ça change beaucoup. Mais on perd au niveau de l'expérience. On a d'excellents enseignants qui s'en faisaient plus avec la vie et qui connaissaient très, très bien la clientèle. Bon, bien, on a changé un avantage pour un autre. Puis, bon, bien, voilà, on en est très heureux parce que c'est la vie qui continue. On est toujours là. Oui, aujourd'hui, les professeurs peuvent se confondre, les nouveaux peuvent se confondre un peu plus aux étudiants que ceux qui avaient là plus des parents, peut-être des étudiants. Ça arrive plus souvent autrement qu'on croise dans le corridor des élèves pour réaliser que finalement, ce sont des enseignants. Mais bon, heureusement, on est un petit collège, donc on fait connaissance assez rapidement. Alors, c'est une erreur qui ne dure pas longtemps. Monsieur Dornier, je vous remercie beaucoup. Monsieur Garneau, je vous remercie aussi de votre... ça vous a permis de connaître un peu plus ce qu'était le collège de Thetford. Puis j'espère qu'au moment où l'émission va passer, que ça va avoir été un franc succès, votre lancement, puis vos retrouvailles. En tout cas, on vous souhaite le mot de Cambronne. Bien, merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Une page d'histoire.